pour comprendre un peu ce qui se passe aujourd'hui, il faut revenir au contexte de création de cette agence. Initialement, c'était une agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, devenue maintenant le Haut Conseil que nous connaissons. C'est un contexte de création qui était en 2007, donc il faut se replonger dans les débats contemporains de cette période, donc marqué par le mandat de Nicolas Sarkozy, de Valérie Pécresse, donc un contexte de défiance très très forte en fait entre les pouvoirs publics et la communauté scientifique. Et cette structure elle avait un objectif très clair de rupture et de transformation dans le dispositif des institutions du supérieur. Donc un premier objectif, c'était d'abord d'encadrer le jugement des évaluateurs, donc de faire sortir en fait l'évaluation des instances collégiales où elle s'exerçait, donc par exemple le comité national du CNRS, par exemple, et donc de en fait, retirer à cette instance-là la compétence évaluative des laboratoires pour en fait, aussi avoir une réforme des façons dont les experts étaient choisis. Donc les experts, ce sont les évaluateurs de la communauté académique. Dans les structures comme le comité national, par exemple, du CNRS, ils sont en partie élus. Donc 2/3 des commissions sont élues et en partie sur liste syndicale. Et l'idée avec cette agence était de renoncer finalement à la légitimité élective de ces évaluateurs pour plutôt avoir des pairs réputés nommés et donc pour tenter de rendre plus objectif, en tout cas selon les discours affichés à l'époque, la pratique du jugement avec l'idée que l'évaluation par les pairs c'est à conserver mais il faut absolument l'encadrer, la procéduraliser. Le deuxième objectif était d'avoir un affichage public des résultats de l'évaluation. Donc ça c'est un énorme changement par rapport à ce qui se passait auparavant. L'AERES a affiché des notes de laboratoire, donc par exemple allant de A+, pour les plus excellents d'entre nous, à C, et aussi affiché des taux de publiants, donc c'est-à-dire en fait le nombre de chercheurs et d'enseignants-chercheurs qui sont considérés comme actifs en recherche, et donc avec, c'était pas des évaluations nominatives, mais avec un taux. Dans telle équipe, 50% des personnes sont considérées comme non publiantes, par exemple. Donc ça, c'est un objectif aussi de naming and shaming, si on veut, pour pointer de façon publique les institutions de recherche qui ne souscrivent pas en fait aux normes d'excellence telles qu'elles sont affichées par cette agence. Et donc c'est un changement qui est notable. Ces notations, elles existaient avant. Hein. Il faut dire que c'est pas quelque chose qui est nouveau avec cette agence. Et du coup, c'est en fait des pratiques qui étaient au ministère de la Recherche. J'en ai trouvé des traces, par exemple, dans les années 90, il y avait déjà des taux de publiants. Alors, c'était appelé les chercheurs actifs par opposition aux inactifs. Donc, c'est pas ce terme qui a été retenu par l'AERES car il était jugé trop péjoratif. Mais la différence, c'est que ces notations et ces taux de publiants n'étaient pas rendus publics. Donc, ça change considérablement les conséquences en termes réputationnels de l'évaluation, si bien que plusieurs enquêtés m'ont dit, bah voilà, ma voisine de palier pouvait maintenant voir comment mon activité professionnelle était évaluée. Donc ça, c'est un changement majeur qui a pour objectif de discipliner les pratiques pour les rendre conformes. C'est tout à fait une évaluation par les pairs qui est mise en place par cette agence puis son successeur, le Haut Conseil. Mais on pourrait dire que c'est une évaluation par les pairs qui est sous surveillance. Je pense que c'est ça la caractéristique principale de la création de cette agence et ensuite de ses suites, c'est la hantise du conflit d'intérêts. Donc ça, c'est un élément qui se donne à voir de deux manières. D'une part, donc dans la procédure de nomination des experts plutôt que celle de leur élection, donc ça on en a déjà un petit peu parlé, et d'autre part, cette hantise de la complaisance des évaluations, de la proximité d'intérêt ou au contraire de l'hostilité idéologique entre des évaluateurs, elle se donne aussi à voir dans l'inflation des procédures pour cadrer la pratique collégiale du jugement. Donc, comme le disait aussi une de mes enquêtées qui travaille à l'AERES, quand on a 20 pages de guidelines et de référentiels pour produire un rapport d'évaluation de 3 pages, il y a peut-être un problème. Donc voilà, c'est vraiment l'idée d'encadrer, de surveiller l'évaluation par les pairs en la dotant de procédures donc, qui portent à la fois sur les critères, donc qui standardisent les critères d'évaluation qui vont être utilisés, mais qui portent aussi sur les interactions
entre les évaluateurs et les évalués. Par exemple, encore aujourd'hui, les évaluateurs n'ont pas le droit de déjeuner, par exemple, le midi avec les évalués, leurs collègues évalués, avec l'idée, comme le disait aussi une des personnes que j'ai interrogées, qu'il ne faudrait pas acheter la complaisance des experts avec un plat de pâtes. Donc ça, c'est une façon ironique en fait de détourner cette hantise du conflit d'intérêts. Voilà. Et c'est la même chose pour d'autres agences. L'Agence nationale de la recherche, par exemple, qui finance la recherche sur projet, dans sa charte d'évaluation, il était écrit en 2005 que les évaluateurs n'ont pas le droit de recevoir des cadeaux de quelque forme que ce soit de la part des candidats au financement, par exemple. Donc voilà, c'est une manière de manifester une forme de suspicion quant à l'évaluation par les pairs, tout en continuant à solliciter des évaluateurs issus de la communauté scientifique pour évaluer leurs collègues. Donc ça, c'est sur cette question de la bureaucratisation. Un autre élément important que je vois dans mes enquêtes, c'est qu'il ne faudrait pas opposer des logiques bureaucratiques qui viendraient par exemple de l'État ou du privé et la profession scientifique qui en serait une victime passive. Ce que j'ai pu observer, c'est que parfois des logiques de bureaucratie, de bureaucratisation sont endossées par les collègues universitaires eux-mêmes, qui défendent à la manière de l'origine des bureaucraties weberiennes l'idée que cela permet une équité du jugement, hein, d'encadrer un peu le pouvoir discrétionnaire des évaluateurs, permettrait que chacun soit évalué à la même aune avec des règles précises typiques des bureaucraties. Donc c'est assez intéressant de voir comment ces logiques-là peuvent être endossées à l'intérieur d'une profession qui est elle-même très stratifiée, donc c'est-à-dire qu'une partie de la profession s'est aussi extraite des conditions de travail, on va dire, des professionnels ordinaires et défend aussi des logiques qui sont liées à la position qu'ils occupent dans des institutions, des positions plus élitaires. Donc finalement, l'évaluation par les pairs, de quels pairs s'agit-il exactement ? Le détour par l'Angleterre est très utile pour voir où nous en sommes en France actuellement. Donc, en Angleterre, les départements universitaires sont évalués par le Research Excellence Framework qui, comme son nom l'indique, détecte l'excellence et a des conséquences très très directes en termes d'allocation des financements. Donc là, peut-être une des grosses différences par rapport à la France, c'est que le résultat mesurable de l'évaluation, donc qui est fourni sous forme d'indicateurs, de notes, etc. Ces résultats-là sont directement pris en compte dans le système de répartition financière. Donc les départements qui n'ont pas été décrétés de niveau international, hein, parce que c'est ça la hiérarchie, ne bénéficient tout simplement pas de la part publique des financements. Donc les conséquences sont automatisées. Ça, c'est la vraie singularité dans ce système. Les conséquences, elles sont aussi au niveau individuel pour les chercheurs. Leur production scientifique est aussi évaluée individuellement, et pour les chercheurs, les universitaires qui n'ont pas atteint un niveau décrété comme suffisant de publication, ils ont une modulation de leur service qui est automatique et qui leur est imposée. Donc un niveau jugé insuffisant en recherche conduit automatiquement à une augmentation des charges d'enseignement et d'administration de la recherche ou de tâches d'intérêt général. Ça a aussi des conséquences en termes de stratégie des universités, notamment en termes de recrutement des jeunes chercheurs, en fonction de la temporalité de l'évaluation. Donc si l'évaluation va arriver dans l'année ou plutôt dans 4 ou 5 ans, les stratégies de recrutement des jeunes chercheurs vont être aussi différenciées. Donc ça a été documenté. Les universités ne prennent pas le risque de recruter de jeunes chercheurs si elles estiment qu'ils ne vont pas être à mesure de publier dans des revues étoilées de très haut niveau dans les prochaines années. Donc ça a des effets très très forts à plein de niveaux. En France, les conséquences sont aussi évidemment fortes. Elles sont d'abord en termes réputationnels, donc en termes de stigmates lorsque les résultats de l'évaluation peuvent être publiés. Donc maintenant, il n'y a plus de notation en tant que telle, mais des avis qui peuvent avoir autant d'effets en termes réputationnels. Et puis, les conséquences, elles sont aussi documentées en termes de stratégie des universités. Une enquête de 2011, par exemple, conduite par Christine Musselin, montrait que les universités encourageaient par exemple les non
publiants à travailler, à coécrire avec des personnes dites publiants pour augmenter en fait les classements, ou même transformer finalement artificiellement le statut des chercheurs dits non publiants en les faisant passer dans la catégorie des chercheurs associés au laboratoire, ce qui évitait les comptages, par exemple, de ces chercheurs. Donc ce sont quand même des conséquences réelles. Mais la différence est dans l'automaticité de ces conséquences. Les mobilisations universitaires, elles ont été assez nombreuses ces 20-30 dernières années. Elles ont émaillé la plupart des décisions d'action publique. Par contre, quand on tape par exemple sur Internet mouvement universitaire, c'est pas tellement ça qui ressort le plus, c'est par exemple les mouvements étudiants. Les mobilisations universitaires sont assez rarement étudiées vraiment en tant que telles. Ça n'a pas été un objet canonique de la sociologie des mouvements sociaux, par exemple, qui a beaucoup délaissé aussi ces mobilisations-ci. Pour revenir un petit peu sur leur structuration et surtout les effets mitigés qu'elles ont, donc je vais d'abord parler des effets mitigés qu'elles ont. Le premier obstacle aux effets des mobilisations sur l'action publique tient à la difficulté d'établir un front vraiment uni d'universitaires mobilisés. Et cette unification de la profession face aux réformes, elle est rendue d'autant plus difficile que la profession est stratifiée et que en fait, les professionnels défendent des conceptions parfois antagonistes, des bonnes réformes à mettre en œuvre, des bonnes pratiques de gouvernance. Donc cette difficulté à maintenir un front uni, elle se donne particulièrement à voir lors des campagnes de boycott. Celles-ci ont été difficiles à tenir. Les appels au boycott, par exemple, pour lutter contre la prime d'excellence scientifique ou contre les financements de l'ANR, se heurtent au fait qu'une partie des collègues n'est pas nécessairement prête à mettre en œuvre une stratégie de retrait ou d'exit face à des dispositifs qui pourraient allouer des ressources financières qui manquent cruellement. Donc ça, c'est un premier facteur. Le second facteur d'effet mitigé des mobilisations, il tient à peut-être ce qu'on pourrait appeler avec Andrew Abbott le système des écologies liées entre la profession et l'État. La difficulté principale pour la profession académique est de construire des relais efficaces à l'intérieur de l'État et notamment auprès de ceux qui tiennent les cordons de la bourse, donc à construire des relais qui parviennent à vraiment rendre audibles les contestations de la profession au cœur même de l'écologie étatique et des sphères décisionnelles. Et on peut aussi dire que la communauté ne peut pas vraiment prendre appui sur les alternances politiques non plus pour engendrer des changements paradigmatiques, on va dire, dans les instruments d'évaluation et de financement de la recherche. En tout cas, ce que l'histoire nous montre, c'est que le mandat, par exemple, de François Hollande n'a pas été marqué par une rupture par rapport aux dispositifs mis en place par ses prédécesseurs de droite, mais plutôt des amendements, des modifications à la marge de dispositifs, mais sans remettre en cause le dispositif lui-même. Donc ce n'est pas pour dire que les mobilisations n'ont pas d'effet. C'est très important de noter qu'elles en ont. Elles en ont d'abord sur le groupe mobilisé lui-même. Par rapport à des instruments qui peuvent engendrer ce que Tim Hallett appelle une détresse épistémique, donc le fait d'avoir un sentiment de perte de sens de son travail face à des injonctions considérées comme managériales et étrangères aux pratiques disciplinaires. Les mobilisations ressoudent dans certains moments les communautés qui se mobilisent. Un collègue, par exemple, avait lancé au milieu des années 2000 une Academic Pride pour justement revendiquer cette fierté du travail académique dans un contexte de morosité ambiante. Aujourd'hui, c'est la journée Stand Up for Science aussi, dans un contexte d'attaque très forte contre la science au niveau international que l'on observe aujourd'hui. Donc il y a déjà des effets importants de ressaisie du sens du travail et de la communauté professionnelle. Les effets, ils sont aussi finalement pas tellement sur l'existence même des dispositifs, mais sur leur paramétrage. Donc on a plusieurs exemples de ça, mais les notations dont on parlait au début, face aux critiques, ont fini par disparaître. Les classements de revues aussi ont fini
finit par disparaître, par être remplacé par d'autres outils. Donc c'est peut-être d'ailleurs un des éléments peut-être de gouvernement de la critique en fait, que de se présenter comme des institutions qui écoutent les critiques, qui en prennent en charge une certaine partie à l'intérieur même pour finalement ne jamais remettre en cause vraiment l'institution, mais jouer sur les paramétrages, le fonctionnement interne, les procédures.